Berger. Alors Claire Berger, directrice de recherche au CNRS, fait actuellement, enfin, elle est rattachée à l'Institut Néel, où elle a d'ailleurs fait à peu près toute sa carrière, et elle est également rattachée ou détachée à Georgia Tech. Donc, alors elle a mené, donc depuis le début, hein, sa thèse c'était à l'Institut Néel, donc ça ne s'appelait pas encore l'Institut Néel à l'époque, mais bon, c'était à Grenoble, un peu le barycentre de vos activités. Donc une thèse sur les quasi-cristaux, la première thèse en France, je crois, sur les quasi-cristaux, à l'issue de quoi vous avez fait un post-doc au CEA sur les matériaux amorphes, je crois, ou les films amorphes. Puis vous êtes rentré au LEPES, le LEPES qui est un des 4 laboratoires fondateurs de l'Institut Néel, laboratoire d'études des propriétés électroniques des solides, je crois, c'est ça. Voilà, donc c'est là-bas que vous avez fait votre carrière. Et en 2001, un petit changement, vous êtes détaché à Georgia Tech, et c'est là que vous contribuez aux premiers travaux sur les propriétés électroniques du graphène, des systèmes à base de graphène. C'est d'ailleurs encore votre domaine principal de recherche. Ces travaux vous ont valu un certain nombre de reconnaissances, hein, médaille d'argent, je crois, du CNRS, médaille de bronze du CNRS. Médaille de bronze. Médaille de bronze. Quasi-cristaux. Sur les quasi-cristaux, pardon, c'était sur les quasi-cristaux, d'accord. Pardon. Et un prix de la Société française de physique, le prix Ansel. Quasi-cristaux aussi. Également quasi-cristaux, très bien. Et par contre, c'est probablement vos travaux sur le graphène qui vous ont valu d'être nommé Fellow de l'American Physical Society récemment, je crois que c'était en 2013. On vous doit le premier brevet, ça ne se sait pas trop, mais le premier brevet sur les dispositifs électroniques à base de graphène. C'était en 2003, donc avant l'espèce de boom sur les communications, sur le graphène. Bien, écoutez, il est important de préciser hein, quand même que le graphène fait partie il y a un flagship graphène à l'Europe, avec une somme conséquente mise sur la recherche et les applications des systèmes à base de graphène. Donc il était urgent et intéressant d'inviter Madame Berger à venir nous parler un peu de ce matériau. Donc je vais vous passer la parole sans plus attendre. Claire. Merci. Un très grand merci à Riyad pour l'invitation et à toute l'équipe administrative qui a facilité ma venue ici et à vous d'être venus ce soir m'écouter en défiant le mauvais temps. Quoi qu'il ne neige plus, j'apprécie venant d'Atlanta. Donc je vais vous parler de graphène. Je vais être obligée de cibler un peu mon propos parce que le graphène, vous en avez entendu parler sans doute par les médias. C'est un nouveau matériau miracle, on peut tout faire avec. On peut tout soigner, on peut tout guérir, on peut dépolluer l'eau, on respirera mieux. Donc moi, je ne vais pas du tout m'intéresser à tout ça. On peut discuter de ce que ça veut dire ou pas. Mais je vais focaliser ma brève présentation aujourd'hui sur des rubans qui sont faits de graphène et qu'on fait pousser sur du carbure de silicium. Voilà. Donc, comme il vient d'être dit, c'est une collaboration entre le Georgia Institute of Technology à Atlanta, en Géorgie, et un certain nombre de laboratoires. Et on a des collaborations très fortes avec mes laboratoires d'origine et les collègues français. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Plus fort ? Moi, je peux parler plus fort, je n'ai pas de problème. On m'a dit que ça saturait. Comme ça peut-être ? Oui, sur la durée, je peux aussi. Oui. Oh. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est un petit peu d'électronique à base carbone. Donc, je vais faire la présentation en français, mais toutes les transparents sont en anglais, comme ça va aider pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise en français, s'il y en a dans la salle. L'électronique à base de carbone, je vais vous présenter ce qu'on a fait sur les rubans de graphène et l'essentiel des résultats qui montrent que ce sont des rubans balistiques. On expliquera ce que c'est. Donc, pourquoi nous sommes-nous intéressés à ce sujet ? Alors, il est bien connu que le nombre de transistors par unité de surface augmente de façon exponentielle tous les ans et demi, tous les 18 mois. Donc c'est une loi qui s'appelle la loi de Moore. Et comme vous le voyez ici, c'est une loi qui est quand même vérifiée depuis l'introduction des premiers transistors, donc dans les années 75-80. On arrive à une certaine saturation. Pour des transistors qui deviennent extrêmement petits, on voit que si on met de plus en plus de transistors par unité de surface, ils doivent être de plus en plus petits.
Et on atteint à l'heure actuelle des limites ultimes de l'ordre de 20 nanomètres. On pense aux nœuds 10 nanomètres. Mais ça devient très compliqué. Ça devient extrêmement compliqué parce que les transistors sont faits à base de silicium et on atteint les limites intrinsèques du silicium. L'une des limites, il y en a beaucoup, mais l'une des limites est celle-ci, c'est que si on regarde la densité de puissance surfacique, on atteint des limites de densité qui vont s'approcher de ce qui se passe au cœur des centrales nucléaires. On les a dépassées, je crois même. Donc on a un gros problème d'évacuation de la chaleur. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Donc de nos jours, pour étendre la loi de Moore, mais de plus en plus de transistors, l'industrie électronique dépense des milliards pour essayer d'avoir des concepts d'architecture beaucoup plus complexes, novateurs, tridimensionnels, changer l'architecture des composants individuels, passer à des composants qui sont basés sur des effets tunnels et non plus du tout des effets de changement de grille de potentiel traditionnel. Mais on voit qu'on a un vrai défi. Donc pour répondre à ce défi, les gens se sont intéressés depuis un certain temps au carbone. Alors pourquoi pas le carbone? Si on regarde le tableau périodique, bon, le germanium est un semi-conducteur bien connu, on fait toute l'électronique avec du silicium, qui est un semi-conducteur bien connu, pourquoi pas le carbone, hein? Bon, il se trouve que le carbone a un petit problème, ou une chance, c'est qu'on a d'un côté du graphite, lorsque le carbone est sous forme complètement bidimensionnelle, je vais vous montrer, ou bien on a du diamant, lorsqu'il est sous forme tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'un atome, ici un atome de carbone, est lié par des liaisons sp3 à 4 autres atomes de carbone. Pour le graphène, donc le carbone bidimensionnel, on a 3 liaisons et non pas 4. Donc les propriétés sont complètement différentes. On a d'un côté quelque chose qui est conducteur, de l'autre côté il est isolant, on a quelque chose qui est noir ou transparent, il est en couche fine qui s'exfolie facilement, ou bien le diamant est l'un des matériaux les plus durs au monde. Donc on peut faire quelque chose avec le carbone. On a énormément de possibilités. Si on arrive à jouer avec la façon dont on organise les atomes de carbone entre eux, on peut peut-être jouer entre un matériau conducteur ou un matériau qui ne l'est pas. Donc voici le graphite. Donc le graphite est constitué de plans de graphène. Donc le graphène, ce n'est pas magique, c'est juste un plan de graphite. Donc on pense que le terme graphène date de 2004, pas du tout. Ça a été, le graphène le nom a été inventé par M. Böhm, qui est un chimiste allemand qui travaillait sur les allotropes de carbone pendant très très longtemps et qui a pensé qu'on avait le méthane, éthylène, donc graphène. Donc c'est quelque chose qui est bien connu, même s'il n'avait pas été isolé avant de nombreuses années. À propos, la première fois que le graphène a été isolé sous forme d'un feuillet suspendu, séparé de tout le reste du monde, a été par ce monsieur Böhm en 1962. Donc vous voyez, l'histoire du graphène est une longue histoire. Donc voyons. On parle donc de propriétés de conduction du graphite. Donc comment ça se situe sur l'échelle des résistivités, ici en haut. Donc on a des matériaux très bons conducteurs qu'on utilise couramment pour tous les circuits électriques, donc aluminium, cuivre. Vous voyez que le graphite, ce n'est pas un très bon conducteur. Ça conduit, mais on a 1 à 2 ordres de grandeur moins bon que le cuivre. Il faut garder ça en tête. Bon, en revanche, le diamant, bon, on est franchement un isolant. Alors je vais faire quelque chose de très basique, mais que je pense important, la différence entre mobilité et conductivité. Donc le graphène, on en parle beaucoup pour sa grande mobilité. Et je viens de dire que le graphite n'était pas un très bon conducteur. C'est très simple. Hein. C'est parce qu'en fait, la conduction de n'importe quel matériau est le produit d'une mobilité, donc combien les électrons ou les porteurs de charge se déplacent, et le nombre, donc la charge élémentaire évidemment, et le nombre de matériaux qu'on a. Donc, prenez l'exemple d'une rivière, on peut se déplacer, on peut avoir un flot qui est extrêmement lent, donc une mobilité très faible, mais on aura une très grande conductivité, on peut faire passer beaucoup d'eau dans notre rivière, ou bien une cascade, on aura au contraire une très grande mobilité, mais en fait la quantité d'eau qui passe est relativement faible. Donc on voit ces deux éléments. Donc il faut faire très attention. Quand on parle du graphène,
les gens qui vendent le graphène, comme moi, vont vous dire que ça a une mobilité extraordinaire, le graphène. Regardez, on parle du cuivre, il y a 43, le graphène, on est au-dessus de 200 000. On a des expériences d'optique qui montrent qu'on peut atteindre le million en termes de mobilité. Le silicium, avec lequel on fait des semi-conducteurs, le silicium est dans ces mêmes unités, donc ce sont des centimètres carrés par volt et par seconde, de l'ordre de 1400 à température ambiante. Donc il faut bien avoir conscience que lorsqu'on va parler d'application pour le graphène, ou simplement de propriétés physiques pour le graphène, est-ce qu'on a besoin de la mobilité des porteurs de charge ou la mobilité en général de l'onde électromagnétique qui se propage dans le système, ou est-ce qu'on va parler de la quantité complète de charge, donc de la conduction du matériau. Par exemple, lorsqu'on veut faire de l'électronique, l'essentiel des propriétés électroniques qui sont prévues en termes d'application sont pour faire d'une électronique à base de graphène pour des électrodes transparentes et flexibles. Donc c'est très simple, on prend du graphène et on le redépose sur un plastique quelconque et on peut tourner le plastique comme on veut et le graphène va garder ses propriétés. Alors il faut faire très attention. Donc on est intéressé pour des électrodes, non pas par la mobilité mais par la conductance. La conductivité, la résistivité intrinsèque du matériau, qui n'est pas très très bonne. Et ça, c'est parce qu'on a très peu de porteurs de charge dans le matériau, très très peu. Donc c'est pas très bon, mais ça marche. Et l'avantage du graphite, c'est que, alors on a un petit paradoxe, c'est que je vous ai dit que le graphite était noir. S'il est noir, c'est qu'il absorbe la lumière. Donc on dit, ah formidable, le graphène est transparent. Le graphène est seulement transparent parce qu'on a une seule couche. Sinon, c'est un absorbant de lumière énorme. Donc, encore une fois, quand on parle de graphène, sachons de quoi on parle. Un graphène, c'est normalement une seule couche. Les gens vont dire du multicouche graphène, qui est un très fort absorbeur. Donc, quand on veut faire des électrodes à base graphène, si on veut avoir une bonne conduction, on va être obligé de mettre beaucoup de couches, puisque la conduction par couche n'est pas très bonne. Mais si on met beaucoup de couches, comme le graphène absorbe énormément, on perd en transmission. Donc il y a un équilibre à trouver qui n'est pas complètement gagné. Donc on a encore beaucoup de travail à faire. Donc je mets un tout petit bémol par rapport aux matériaux miracles qu'on vante beaucoup. On a encore beaucoup d'années pour réussir à faire quelque chose d'intéressant avec le graphène, si toutefois on y arrive un jour. Puisqu'on parle de l'électronique, ce que je vous ai présenté avant, ce sont des électrodes, donc ce sont des fils, c'est une électronique passive. On peut penser à une électronique active, faire un transistor à base de graphène. Donc ça a été démontré d'abord par IBM en 2010. Donc je vous passe les détails, hein, je ne suis pas là pour ça, mais on envoie une onde haute fréquence et on sort une onde amplifiée à la sortie, et ça faire ça sur des galettes. Donc on peut intégrer ça à grande échelle. On a démontré quelques années plus tard qu'on pouvait améliorer les performances qui avaient initialement été montrées par IBM. Et voilà, ça c'est un schéma des deux performances clés dans les matériaux à très haute fréquence. Donc la fréquence de fonctionnement, maximum de fonctionnement lorsqu'on parle en termes de puissance ou lorsqu'on parle en termes de courant. Voici les matériaux graphène en général. Et voici le summum de ce qu'on peut faire dans la littérature avec les matériaux à très très haute mobilité électronique. Donc on est un facteur 2, voire 10 en dessous. On est loin derrière. Mais bon, on est quand même arrivé à ces valeurs relativement rapidement. Donc il y a quelque espoir qu'en continuant à travailler sur ce système, on puisse faire de l'électronique ultra rapide à base de graphène. Alors pourquoi électronique ultra rapide ? C'est parce qu'avec le graphène, j'ai triché, on a un vrai problème pour l'électronique. Le vrai problème est le suivant. D'abord, le graphène, je vous ai dit que c'était un conducteur. Alors comment on peut faire de l'électronique avec un conducteur, hein ? Donc ce qui se passe, c'est que la façon dont un transistor base graphène fonctionne n'est pas du tout la même chose que la façon dont un transistor à base silicium fonctionne. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met une couche de... On met une petite couche de graphène sur un isolant, on met deux contacts de chaque côté, on fait passer un courant électrique, et le courant électrique qu'on peut faire passer est modulé
par une grille au-dessus. C'est un capaciteur, condensateur, pardon, un condensateur plan. Hein, vous voyez, si on applique une tension, on change la charge qui se trouve sur la plaque opposée, et donc le changement induit donc un courant qui va passer plus ou moins bien. Alors le graphène a beaucoup d'avantages. Les liaisons carbone-carbone sont très rigides, donc on n'a pas d'électromigration comme dans le silicium. On n'a pas d'effet de short channel, on va dire en anglais. On n'a pas comme dans les transistors, il n'y a pas de problème de fuite dans le cœur même du transistor. Bon, il y a quand même beaucoup d'avantages, mais il y a un gros problème. C'est comme c'est un conducteur, quelle que soit le potentiel de grille qu'on met sur le dessus, et ben, voilà, je change le potentiel de grille ici. On n'arrive jamais à éteindre complètement le transistor. Le courant off est fuiteux. On a toujours une fuite. Ça, c'est intrinsèque. Alors, si on regarde, non seulement on a ce problème ici, mais si on regarde l'amplitude maximum qu'on peut avoir dans un graphène, on a un facteur 10. Bon, tout bon conducteur de base, vous voyez, c'est des ordres de grandeur au-dessus. Donc, une électronique digitale on-off base de graphène, ça ne marche pas. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est se mettre quelque part sur cette courbe-là, et faire évoluer très rapidement, ici on fait de l'électronique ultra rapide, en jouant sur cette pente-là qui va nous donner donc une amplification du courant. C'est la seule chose qu'on peut faire avec du graphène. Du graphène pur, hein, on est bien d'accord. Alors pourquoi? Alors, structure électronique du graphène. Donc là, je fais un grand pas en avant. Tout le monde est familier un petit peu avec la structure de bande des matériaux? Je suis obligée d'avancer un petit peu. C'est-à-dire, à un moment, je risque de perdre une partie de mon audience. Mais... Donc, quand on a un matériau conventionnel, l'énergie est proportionnelle au carré de la vitesse. Hein. Pour ça, c'est toujours vrai. Ça va. Donc, si on représente l'énergie qu'un électron peut avoir dans un système, et que l'on porte cette énergie ici en fonction du nombre d'ondes. C'est une représentation bidimensionnelle ici, hein, dans le nombre d'ondes. Ici, on a une représentation quadratique, hein, le carré. D'accord, hein. Donc le graphène, ce n'est pas le carré, c'est linéaire. C'est ce qui fait la différence du graphène avec tout le reste des objets du monde. Donc maintenant, on a les isolants topologiques, on a toutes ces choses-là qui reprennent toutes ces idées-là. Mais c'est ce qui fait vraiment la clé des propriétés du graphène. C'est pour ça que j'insiste un tout petit peu. En revanche, lorsqu'on travaille avec un système conventionnel comme le silicium ou comme les gaz électroniques bidimensionnels, on a la création ici d'une bande interdite, donc un gap dans les états disponibles. Donc généralement, le système est complètement plein, donc on ne peut pas faire de transport. Ou bien, on arrive à projeter quelques électrons dans la bande de conduction et à ce moment-là, on peut conduire. Pour le graphène, on n'est jamais dans ce cas-là. Ici, la bande se rétrécit. On arrive à un point qui est appelé le point de Dirac, où on n'a plus du tout d'état disponible. C'est un point topologiquement anormal. On n'a pas d'état. Et lorsqu'on promène une grille électrostatique, donc on va remplir plus ou moins cette bande. Donc là, par exemple, si je pars de quelque chose qui est très fortement chargé négativement, on va pouvoir descendre. Donc la conduction décroît. On arrive à ce point-là et elle se remet à augmenter immédiatement. On n'a pas d'endroit où on peut arrêter la conduction du graphène. Est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose? Donc, je vous ai parlé de graphène bidimensionnel jusqu'à présent. Alors oui, on peut faire quelque chose. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire du graphène en petite taille. Donc faire des nanorubans. Voici un nanoruban de graphène. Donc on a coupé dans les deux dimensions, on fait un zigzag. Ça, c'est un ruban zigzag. Dans l'autre direction, on a une configuration différente. On appelle ça un ruban armchair. Donc, lorsqu'on coupe un ruban de graphène, au niveau de la structure électronique, il y a des choses qui changent
qui sont, pour tous ceux qui font de la mécanique quantique, c'est bien connu, c'est le phénomène de la particule dans une boîte. Donc on autorise seulement quelques modes de propagation. Donc le premier mode est lorsque la taille de la boîte correspond à une demi-longueur d'onde. Le deuxième mode, plus en énergie, correspond à une longueur d'onde entière, etc., etc. Ce qui veut dire que les longueurs d'onde, donc inversement proportionnelles au nombre d'ondes ici, sont proportionnelles à la taille. Donc le nombre d'ondes est inversement proportionnel à la taille du système. Donc si j'ai un ruban qui est coupé selon certaines directions ou d'autres directions, on va couper selon certaines directions, autres directions dans l'espace réciproque, dans l'espace donc TK. Et on va se retrouver avec la situation suivante. Donc voilà, je vous le représente ici. C'est peut-être plus visible, voici le cône de tout à l'heure. Et donc je coupe ici selon, je vais faire une quantification selon cette direction. Donc, en faisant la quantification, on va couper ce cône avec certaines valeurs de K bien particulières, ce qu'on voit ici. Et lorsque je regarde, en projetant donc, sur le même dessin que tout à l'heure, énergie en fonction de K, dans ce cas-là, je me retrouve avec un semi-conducteur. Et si la coupe passe au centre du point de Dirac, on se retrouve avec un métal. Hurrah, on a trouvé. On va pouvoir faire de la nanolithographie sur le ruban de graphène, on va pouvoir passer d'un système métallique à un système semi-conducteur. Lorsqu'on a commencé à travailler sur le graphène, qui ne s'appelait pas graphène à l'époque, qui s'appelait monocouche ou monocristal de graphite, là je parle des années 2001, tout avait déjà été calculé. Donc on a trouvé ces articles-là dans la littérature, et ça date de 1996. Vous avez calculé zigzag, ici Rubin-Amscher. Donc voilà l'énergie en fonction de K. Donc toutes les bandes ont été projetées. On n'a pas l'autre dimension. Et on retrouve donc bien ce que je vous ai expliqué il y a un instant, qu'on pouvait obtenir une bande interdite ici, un gap, pour certaines configurations. Et pour d'autres configurations, on a toujours un état dans le gap. Toujours. Donc on peut avoir des métals ou un semi-conducteur. Donc on est très content, on va faire ça. On va prendre un plan de graphène. Donc le plan de graphène est parfaitement conducteur. On va couper un petit ruban très étroit au milieu. Et selon la direction de coupe, on va pouvoir avoir ce ruban conducteur ou non conducteur. Et on a commencé à travailler. On a fait beaucoup de choses là-dessus. On a été rattrapés par nos collègues de la communauté, ce qui est très bien, et qui ont dit, bah oui, mais ça ne marche pas du tout, parce que regardez ce qui se passe. Lorsqu'on fait ça, décidément, lorsqu'on fait ça, on se retrouve avec des bords qui sont très rugueux. Pourquoi ? Parce qu'on part d'un plan de graphène, et la façon de couper, on n'a pas des micro-ciseaux pour couper. Donc la façon de couper, c'est de mettre une petite couche superficielle qui est du vernis à ongles, essentiellement. C'est un vernis à ongles c'est un peu sophistiqué, mais très fin. On expose le ruban à un plasma à oxygène. Carbone plus oxygène, ça nous fait... Oui, CO2. Et donc CO2, c'est un gaz. Donc voilà, on se débarrasse du carbone simplement en le gazéifiant, en quelque sorte. Mais comme les bords de la résine qui est utilisée sont relativement rugueux et qu'on peut attaquer aussi un petit peu sur les côtés, on n'arrive jamais à faire des bords très lisses. Donc de ce fait-là, on fait des pièges à électrons, on fait des boîtes quantiques et un effet tunnel de boîte quantique à boîte quantique. On n'a pas du tout l'effet attendu, donc voilà ce qui est observé. C'est la conductance en fonction du potentiel de grille. Donc vous voyez mon condensateur de tout à l'heure, même chose, mais sur un ruban très étroit. Donc quand on est au point de neutralité de charge, donc au point de Dirac, on a une conduction très très faible, ce à quoi on s'attend puisqu'on n'a pas d'électrons. On a une densité d'état disponible pour les électrons extrêmement faibles. Et lorsqu'on monte en énergie, on a de plus en plus d'états disponibles. Et donc on les voit. Et donc ces états disponibles correspondent à remplir tous les états, la particule dans la boîte, tous ces états disponibles. Et on arrive à des ordres de grandeur très importants. Donc ici on a 5 ordres de grandeur pour notre variation de conductance en fonction du potentiel de grille. Le problème c'est que c'est pas du tout lisse et que tous ces états-là, toutes ces pics qu'on voit dans cette courbe correspondent à des fluctuations qui sont liées à la localisation des systèmes. Donc on n'a pas du tout une ouverture de gap au sens, mais on est vraiment lié à la localisation du système. Donc il faut qu'on change de concept radicalement.
Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On va s'inspirer de ce que fait l'industrie électronique. L'industrie électronique, ils s'embêtent à faire des monocristaux de silicium qui font 10 mètres de haut. Et il y a une bonne raison pour ça. La bonne raison, c'est que si on veut faire quelque chose qui, à grande échelle, soit fiable et qu'on puisse faire des transistors extrêmement petits, mais qu'on puisse en mettre des millions, des dizaines de millions, voire des milliards sur un seul chip électronique, on est bien obligé d'avoir quelque chose qui soit parfaitement cristallin, parfaitement défini, absolument partout. Donc non seulement on a besoin d'avoir un substrat qui soit monocristal, mais on a besoin d'avoir du graphène sur notre substrat qui va être en épitaxie. Épitaxie? Non. Épitaxie, ça veut simplement dire que ce qui pousse dessus a exactement la même orientation que le substrat. Le substrat force l'orientation du système qui est en croissance au-dessus. On a besoin d'avoir une interface entre le graphène et le substrat parfaitement définie. On ne va pas pouvoir obtenir ça simplement si on prend du scotch, qu'on pèle le graphite, qu'on se met à l'ambiante et puis qu'on redépose ça sur un silicium. Essayez de mettre du papier de soie sur l'Himalaya, c'est à peu près ce qu'on trouve, hein. Ça ne peut pas fonctionner. Donc la solution, c'est ça. On a besoin d'avoir un monocristal. Alors, quel genre de monocristal? On a choisi depuis le départ de travailler sur le carbure de silicium, et la communauté française a un digne représentant du carbure de silicium dans cette salle. Donc, le carbure de silicium, c'est très bien, parce qu'on a des monocristaux qui sont vendus dans l'industrie. Alors, on nous dit, oh là, c'est trop cher, c'est trop cher. Bah oui, c'est tellement trop cher que, vous voyez, maintenant, c'est largement utilisé pour faire les ampoules, c'est les substrats. Voilà, ce sont les substrats pour faire ces ampoules. Donc maintenant, on en trouve partout, les prix ont baissé considérablement. Donc c'est un semi-conducteur, on peut le trouver sous forme de grosses galettes, et les surfaces sont parfaitement planes. C'est ce qu'on fait de mieux. Et le graphène en poussant dessus, donc encore une fois, c'était dans la littérature, il a suffi d'aller chercher. On a cherché, on a trouvé, on a appelé les gens qui savaient faire, ils nous ont donné les recettes. Après, on a 15 ans de travail pour faire ça bien. C'est pas du tout gagné, mais un petit peu de recherche dans la littérature avec les bons mots-clés aide souvent. Donc voilà, on sait faire du graphène épitaxié sur carbure de silicium. Voici des exemples d'images STM sur ce matériau-là. La première est à toute petite échelle, donc chaque rond noir correspond au centre de l'hexagone. Et l'échelle à côté, vous voyez, tout petit point noir, vous voyez peut-être pas de très loin. Et de loin, on voit bien, il y a les taches blanches correspondent à une modulation à grande distance. Mais la modulation est parfaitement périodique, parfaitement reproductible. Donc on peut faire vraiment un graphène d'extraordinaire qualité sur ces systèmes-là. Donc ça, c'est notre petit système pour le faire. Le carbure de silicium est un système donc, fait 50% de carbone, 50% de silicium. Donc, comme le système est polaire, une face se termine par des atomes de carbone, avec des atomes de silicium juste en dessous. Et l'autre côté, on a des atomes de silicium avec des atomes de carbone juste en dessous. Il y a une polarité qui est importante pour le matériau. Et la croissance du graphène sur ces matériaux n'est pas la même. Donc la façon dont on fait pousser le graphène dans ce système-là, c'est simplement de mettre le carbure de silicium dans un four à haute température. Le silicium désorbe et on se retrouve avec du carbone à la surface. Il ne faut pas avoir d'oxygène, évidemment, sinon on va faire du CO2. Donc on veut vraiment avoir une atmosphère qui soit vraiment très très bien contrôlée. Et lorsqu'on fait bien les choses, on arrive à faire pousser des plants de graphène, soit des multiplants qui ont des propriétés complètement spectaculaires, mais dont je ne vais pas parler aujourd'hui, ou bien un seul plant de l'autre côté, qui pousse sur un autre plant, qui est celui-ci, qui a des propriétés aussi spectaculaires. Il est lié à la surface, c'est ce qu'on appelle le buffer layer, et ça, c'est un semi-conducteur. Donc je ne vais pas parler non plus aujourd'hui, mais ça sera pour une autre fois. Donc ce que vous voyez quand même sur ce petit schéma, c'est qu'ici, les plants poussent très rapidement, et de l'autre côté, ils poussent très lentement. Donc on va exploiter cette propriété
de la façon suivante. Imaginons qu'on prenne un morceau de carbure de silicium, on met un masque et on va graver ce carbure de silicium en faisant une marche. On place ce carbure de silicium avec sa marche dans un four à haute température. Et comme la marche a très très peu de chances d'être une facette cristallographiquement à l'équilibre, elle va se réorienter pour faire la facette d'équilibre. Donc ces facettes d'équilibre, c'est pratique parce qu'elles sont à l'équilibre, donc on a tout le temps les mêmes facettes. Donc absolument partout, on va retrouver les mêmes. Et comme le graphène pousse très très lentement sur cette face silicium dont je viens de vous parler, il se trouve que le graphène pousse plus vite sur ces autres surfaces à l'équilibre. Alors ça, c'est très pratique. Parce que si on s'arrête juste à temps, on est capable de faire pousser le graphène sur ses facettes avant que le graphène ne pousse sur la face principale. Donc simplement par contrôlant la hauteur de la marche, on est capable de contrôler la largeur du ruban. Alors un autre avantage également, c'est qu'on peut couper ces petites marches dans la direction qu'on veut. Donc on peut couper les marches de telle sorte que le graphène qui pousse de façon épitaxiale sur le carbure de silicium, donc organisé sur le carbure de silicium, peut être coupé, donc en fonction de la forme du carbure de silicium, on va pouvoir avoir des rubans dans une direction ou dans une autre direction. Selon qu'on coupe, je crois que j'ai un petit dessin, voilà, selon qu'on coupe selon une direction ou l'autre, on peut avoir des rubans, en principe, zigzag ou armchair. D'accord? Donc, la réalité, ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce qu'il y a du mouvement de marche, que les marches s'arrondissent. Donc, il y a énormément de cristalographie. On a énormément travaillé les trois dernières années sur ces choses-là. C'est des travaux de matériaux, donc on n'en parle pas beaucoup dans les conférences, mais c'est difficile et important. Voici ce qu'on arrive à faire. Donc on fait des réseaux de marche. Ici, on a fait un boulet, vous voyez, mes réseaux de marche. En haut, en bas, en haut, en bas, je fais des réseaux. Et puis, on graphitise le tout. Et quand on zoome, eh bien, on voit des lignes. Ces lignes blanches sont des lignes qui correspondent à un potentiel différent sur la marche comparé au potentiel sur les plateaux ou le bas des marches. Et donc, il correspond donc à du graphène sur ces lignes-là. Donc, on peut démontrer que c'est du graphène. On peut faire des tas de formes différentes. Si on a un pilier, par exemple, on fait pousser le graphène autour et on a un anneau. Pour ceux qui s'intéressent aux anneaux de Aharonov-Bohm, pour faire des expériences, on peut faire des choses très amusantes comme ça. Voilà, puis on peut en mettre des milliers si on veut. On arrive à faire ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ces rubans? Voici une image de microscopie électronique à transmission. Il faut que j'avance un peu plus vite, qui montre donc le carbure de silicium, donc c'est une cross-section. Ça se dit comment? Cross-section, c'est bien. Donc on a du carbure de silicium, on le voit bien, c'est carbure de silicium. Le haut de la marche, le bas de la marche avec la facette de recristallisation, et par-dessus, vous devez pouvoir voir une toute petite ligne blanche, c'est le graphène. Voilà, donc là, on a juste une couche de graphène. Alors, ça a été publié. Les manips ont été faites par Alex Glotter, juste à côté. Bravo, parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment, vraiment difficile de faire ça. Mais donc, qu'est-ce qu'on sait sur ce graphène? On sait que c'est du graphène. On a beaucoup de méthodes de le démontrer. On sait qu'il est vraiment sur la marche. Vous voyez, ma petite ligne, elle ne se poursuit pas au-delà. On ne la voit pas, ils sont vraiment sur la marche. On peut avoir différentes orientations, ça je l'ai dit. Très important, ce graphène est quasiment neutre. On y reviendra. Et le haut et le bord du graphène, donc de la marche, le ruban est donc perpendiculaire. Il est perpendiculaire à ce que vous voyez. Se termine soit dans ce plan buffer dont je parlais tout à l'heure, qui est donc un semi-conducteur, donc on ne va pas avoir de conduction par ce plan-là, soit plonge directement dans le carbure de silicium. C'est encore des études en cours. Et voici le résultat principal de ce qui est observé. Ce sont des expériences qui ont été faites en Allemagne, dans le groupe de Christoph Tegenkamp, à l'université de Leibniz à Hanovre. On va passer un tout petit moment là-dessus. Qu'est-ce que je présente ici? Alors, ce sont des expériences faites à 4 pointes STM qui sont approchées en contact, donc un contact dur sur les rubans. Ultra vide, température ambiante, sous microscope électronique à transmission. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça.
Nous, on ne peut pas. Donc, là, ils ont approché 4 pointes. Donc, 2 pointes extérieures. Balayage. Pardon. Donc, ils apportent donc 2 pointes pour amener le courant et 2 pointes pour les prises de tension. Ce qui permet de s'affranchir des résistances de contact. C'est la façon standard de travailler. Et voici ce qu'ils observent. La résistance en fonction de la distance entre les prises de tension. Donc on a une augmentation de la résistance. Bon, voilà, la résistance augmente. Enfin, pourquoi pas. Si on regarde l'augmentation de résistance, ça devient un peu plus intéressant. Donc la résistance s'exprime comme un terme de résistance de contact, on y reviendra, plus une résistivité fois L sur S, classique. La dérivée de ça nous donne une résistivité qui est minuscule. Donc on trouve 1,5 dans les unités habituelles. Donc le cuivre à température ambiante, c'est 1,7. Là, je suis en train de parler d'une monocouche de carbone qui fait 40 nanomètres de large. On a une résistivité qui est celle du cuivre. Mais ça, c'est la valeur haute. Parce que la valeur basse, elle est immesurable. Voilà, elle est là, c'est la ligne bleue, c'est immesurable. Donc on a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a quelque chose d'autre assez extraordinaire, c'est cette résistance de contact. Qu'est-ce que ça veut dire une résistance de contact? C'est ce qui reste quand on extrapole à L égale 0. Donc, normalement, on n'a pas de résistance de contact. La loi d'Ohm, c'est la loi d'Ohm. Donc il se passe vraiment quelque chose de spécial dans ces systèmes. Alors voilà ce qui se passe. C'est l'analogie à 2 centimes. Le transport balistique. Donc dans un système normal, la loi d'Ohm normale, on a un potentiel en haut, un potentiel en bas et un flot qui coule, et donc on a une déperdition d'énergie le long du canal. Puis quand on a un système balistique, mais il n'y a aucune déperdition le long du canal, par définition d'un système balistique. Un système balistique, ça veut dire qu'il n'y a aucune collision entre l'objet qui se déplace et son environnement. Les missiles balistiques, c'est ça. Enfin, on espère qu'il y a une collision avant que ça atteigne l'île en question, mais bon, un autre problème. Donc, aucune dissipation le long de la trajectoire, et toute la dissipation se passe au niveau du contact. Donc, c'est ce qui se passe dans nos rubans. Encore une fois, c'est des rubans qui font 40 nanomètres de large, on est à température ambiante. C'est assez extraordinaire. Soit dit au passage, les nanotubes de carbone, c'est la même chose. Lorsque j'ai rejoint le groupe d'Atlanta, on a travaillé sur nanotubes de carbone. Ils sont aussi des matériaux sans dissipation le long du canal. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans l'analyse? Oui. Donc, la façon d'analyser ce genre de système, c'est une analyse en termes de Landauer qui propose que la conduction dans des systèmes de très petite taille, unidimensionnelle, est exprimée sous forme de transmission. Donc, la conductance, je vous l'ai écrite ici, la conductance s'exprime en termes de l'unité fondamentale de conductance qui est donc E2 sur H, multiplié par le nombre de canaux de conduction. Donc ici, on a n canaux de conduction, chacun avec une dégénérescence particulière. En général, c'est 2. Ce qui nous donne cette formule. Bon, on comprend bien ce qui se passe. Plus il y a de canaux, plus ça conduit. Plus les canaux conduisent bien, et plus ça conduit. C'est simple. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est de regarder ce terme de transmission si on a, non pas un système complètement balistique, mais si on a un défaut au milieu. Alors vous allez être obligé de me croire, mais je vous donne la formule. Voilà ce qui se passe. Donc encore une fois, vous pouvez regarder les conditions limites, ça marche bien. Donc si on applique ça à notre système et qu'on regarde la résistance, donc une arithmétique de base vous montre que la résistance est inversement proportionnelle au nombre de canaux. Encore une fois, c'est logique. Et il y a un terme ici, 1 plus L sur lambda 0. Donc lambda 0, ce serait le libre parcours moyen élémentaire dans chacun des canaux. Donc on va considérer que c'est le même partout. Hein, pour simplifier, il faut avancer un petit peu. Et on considère qu'on a n canaux en parallèle.
Alors d'où viennent ces canaux? Ces canaux, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Quand on met la particule dans le boîte, on va pouvoir, en changeant le potentiel de grille, on va pouvoir avoir de plus en plus de canaux. Bon, c'est ce que ces gens-là, ici, dans cet article, avaient fait il y a quand même assez longtemps, ça date de 2001. C'est un ruban qui n'est pas un ruban physique, qui est un ruban créé par une série de potentiels assez compliqués à l'interface entre deux semi-conducteurs. Donc c'est un gaz bidimensionnel qui a une potentiel de grille qui réduit la largeur. Et il trouve qu'effectivement, on a un canal de conduction, donc la conductance est de E de sur H, un deuxième canal au fur et à mesure qu'on augmente. Donc c'est ce qu'on a dans nos rubans, on est très content. Probablement ce qui se passe. Donc on va appliquer ça. Donc je reprends. On a donc ici une résistance de contact de 1 en termes de E2 sur H, donc H sur E2, c'est 1 à quelque chose près. Ce qui nous dit donc qu'on a un canal. Alors on a un petit problème, un canal, parce qu'en général, on a quand même le spin dans ces systèmes. Donc on devrait avoir un spin-up et un spin-down. Et donc là, dans le graphène, on devrait avoir 4 canaux, parce qu'on a 2 vallées. Pour ceux qui connaissent, K et K', mais on a 2 spins. On va avoir 4. Donc là, on a déjà perdu la dégénérescence de vallée, et là, on a perdu la dégénérescence de spin. On a un seul canal. Et si on regarde, on applique toujours cette formule assez universelle à ce système graphène, on se trouve avec des libres parcours moyens électroniques qui sont largement plus grands que la taille du ruban. Donc on est vraiment dans un système balistique. Je passe un petit peu de temps parce que c'est vraiment la clé de... Là, je ne vais pas insister trop. On a fait toutes les démonstrations pour pouvoir montrer qu'on a vraiment un système balistique. Si on met 2 pointes ou 4 pointes, on a le même résultat. Et c'est ce à quoi on s'attend, simplement parce que quand on met une pointe au milieu de 2 pointes conductrices, ici, cette pointe-là brise le flot, en quelque sorte, la trajectoire des électrons qui rentrent dans la pointe, peuvent ressortir à droite ou à gauche. Donc c'est équivalent à réinjecter. Donc on peut de cette manière-là démontrer que le système à 4 pointes ou à 2 pointes est exactement équivalent. Et c'est ce qu'on a ici. 2 pointes, 4 pointes, c'est la même chose. Vous voyez, c'est quand même avec une précision assez extraordinaire. Lorsqu'on met juste une pointe invasive, donc ça je passe, une seule pointe au milieu, on double la résistance. Lorsqu'on met 2 pointes au milieu, on triple la résistance. Donc tous les tests qui sont imaginables pour ces systèmes unidimensionnels sont démontrés. Lorsqu'on regarde à plus petite distance, il se passe autre chose, c'est qu'on récupère notre canal perdu. Donc, je vous ai montré des résultats qui se trouvaient dans cette zone-là. C'est toujours pareil. Je vous ai montré ici maintenant la conductance. C'est plus pratique pour le... Maintenant, c'est la conductance inverse de la résistance, en fonction de la longueur. Que ce soit indépendant de la longueur, ça ne change rien, c'est toujours plat. En revanche, lorsqu'on regarde à très basse pour des distances très très petites, la conductance augmente exponentiellement avec la distance. Je vous fais remarquer, c'est une échelle log ici. Et on sature à 2. Donc on récupère notre canal manquant. On ne comprend pas très bien comment c'est possible. Et puis lorsqu'on va à très grande distance, on perd l'autre aussi. Donc on finit par perdre les 2 canaux. Et comment on perd ces canaux? On peut regarder d'un petit peu plus près. Donc voici le même dessin en fonction de la température. Donc si on a donc 3 rubans. Celui-ci a été mesuré à plusieurs températures, donc vous voyez entre le rouge, bleu et noir. À grande distance, le canal qui est à E2 sur H, qui ne dépend pas de la longueur, ne dépend pas non plus de la température. Complètement indépendant de la température, voilà. C'est ce schéma-là. Conductance fonctionne de la température lorsqu'on est ici, à 1 micron. Aucune dépendance. Lorsqu'en revanche, on se met à 0,3 micron, ici, à température ambiante, et en fonction de la température, la conductance change. Et voici ce qui se passe. La conductance décroît en fonction de la température. Et décroît de façon exponentielle. Bon, le terme d'exponentielle est ce qu'il est. Ce n'est pas complètement banal. C'est vraiment pas banal, ce résultat-là. Pourquoi est-ce qu'on a 2 canaux? On en a un qui conduit, qui ne dépend pas de la température, qui ne dépend pas de la longueur, qui ne dépend pas, on a aussi montré, ça ne dépend pas non plus du potentiel aux bornes des électrodes, ça ne dépend de rien du tout. On a un canal qui est complètement immune.
Et on a un autre canal qui déplante plein de choses. On a regardé non seulement, donc ce sont des résultats, encore une fois, faits sous ultravide par le groupe de Tegenkamp. On avait fait les mêmes travaux avant, d'ailleurs, sur des rubans à géométrie fixe, et on trouve essentiellement la même chose. Donc voici la conductance en fonction du potentiel de gris pour différentes températures. Et lorsqu'on se met ici, d'abord, on voit que la conductance varie en fonction de la température, voilà, avec une exponentielle également. Et comme on a pu regarder beaucoup de rubans à beaucoup de tailles différentes, on a regardé d'un peu plus près quel était cet exposant ici. Et il se trouve que cet exposant, on peut l'écrire de cette façon-là, donc inversement proportionnel à une longueur. Voilà. Et voici la longueur en question. Donc c'est l'énergie de cette... donc la longueur correspondant à cette énergie, portée en fonction de la longueur du système. On a une correspondance 1 par 1, avec un petit coefficient. Ce qui veut dire que ce deuxième canal qui est activé, il est activé thermiquement de façon proportionnelle, inversement proportionnelle, à la longueur du ruban. Donc on a une quantification longitudinale. Donc, je vous ai parlé de la quantification dans la transverse, ça on a bien compris, mais on a une quantification longitudinale. Ça c'est phénoménal. Et donc, non seulement c'est une quantification longitudinale, mais si on regarde le coefficient ici, ce C ici, bah, c'est celui de la vitesse de Fermi de la bande de dispersion du graphène. Donc, on a une bande de dispersion de graphène qui est quantifiée, une bande qui est quantifiée le long dans la longueur. Voilà, donc on reprend ma formule de tout à l'heure. L'énergie proportionnelle à K, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, H bar CK. Et puis on va écrire la quantification de K en fonction des deux longueurs, largeur et longueur, et on regarde ce que ça donne. Donc pour un ruban qui fait 40 nanomètres de large et une longueur de 1 micron, on se retrouve avec une énergie de quantification transverse de 600 K. Bon, voilà, ça c'est ce à quoi on s'attendait. Et puis pour la longueur, et ben, pour la longueur, parce que ce terme de vitesse ici est tellement grand, on se retrouve avec quelque chose qui est de 23 Kelvin. 23 Kelvin, c'est pas négligeable du tout, c'est de l'ordre du milli-eV. Et donc, quand on est vraiment à basse température, on sent ces effets de quantification. Donc ça, c'est à la main. Il y a des choses qui ont été calculées. Donc je ne vais pas détailler trop, mais ça a été regardé d'un petit peu près. Donc si je regarde ce qui se passe pour un ruban zigzag, par exemple, dans le détail, donc je vous ai présenté rapidement tout à l'heure les calculs qui avaient été faits en 1996. Ceux-ci ont été refaits longuement après en tenant compte du spin. Donc vous voyez, ma bande conique est essentiellement ici, et la bande conique est changée due à la quantification dans les rubans. Donc on reconnaît les bandes au-dessus, en vert. Par contre, la bande qui passe au niveau du point d'Irak est fortement perturbée. Et la perturbation principale fait qu'il n'y a pas de bande, cette bande-là devient plate, et ça ne remonte pas. Ce qui veut dire que quand on est à ce point d'Irak et qu'on a une propagation le long de la direction K, donc dans cette direction-ci, au niveau du point d'Irak, il n'y a pas possibilité d'avoir de scattering inverse. D'accord? Parce qu'on n'a nulle part où aller. On n'a nulle part où aller. Donc on n'a pas de rétrodiffusion possible. Pour avoir une rétrodiffusion, il faut aller à l'autre point K du système. Je vais un petit peu vite. Bon, je voudrais bien m'en excuser, mais... Donc c'est peut-être une façon d'expliquer ce qui se passe dans le ruban. À ceci près qu'il faut tout de même expliquer pourquoi on n'a pas eu le spin entre-temps. Bon, il va falloir comprendre ça. On a un autre petit problème, c'est que faudrait quand même comprendre pourquoi est-ce que les deux bandes ne sont pas équivalentes. Parce que même si on ne peut pas faire scattering de K à K' pour les deux bandes, bon, les deux devraient quand même contribuer. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas perdues? Ça, on n'explique pas. Ces bandes ici se situent
au niveau topologiquement parlant, elles sont sur les bords du ruban. Ça a été démontré, c'est très clair. Donc si ce sont des conductions par bord, pourquoi les deux conductions seraient différentes? Pourquoi est-ce que nos bords sont si parfaits? Bon, d'accord, on travaille très bien, mais on ne travaille pas si bien que ça quand même. On ne peut pas avoir des bords qui soient bons jusqu'à 16-20 microns. Ce n'est pas possible. Donc on a vraiment quelque chose qui est topologiquement protégé et qu'on ne comprend pas du tout. Pourquoi est-ce que les deux spins sont franchement différents? C'est aussi très mystérieux. Et la dernière chose, c'est que si vraiment on avait une conduction par ces états de bord, ça voudrait dire qu'on a une cohérence non seulement du système, mais une cohérence de phase qui va jusqu'à 16 microns à la température ambiante. Alors c'est proprement spectaculaire. Une autre hypothèse, c'est de se baser un petit peu sur des travaux de Stephen Louis à Berkeley, qui propose que lorsque le ruban est polarisé électriquement, c'est-à-dire qu'on met un champ électrique transverse dans le ruban. Donc, voici son dessin. Donc ça, c'est la largeur du ruban. Et si on applique un champ électrique dans la largeur du ruban, à ce moment-là, on modifie encore les bandes. Et on a une possibilité d'avoir une bande qui est complètement polarisée en spin. Donc on pourra avoir une conduction complètement polarisée en spin à un certain état de densité, complètement polarisée inverse en spin à un autre état de densité. Cette hypothèse est intéressante. On est en train de travailler dessus pour l'instant. C'est encore très mystérieux. Ça n'explique pas que le système soit balistique. Mais bon, c'est aussi une autre hypothèse. Donc en gros, voici ce qui nous reste. Donc, modèle de conduction par bord, avec toutes les difficultés que ça pose. La difficulté aussi, c'est que les bords sont courbes. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a plus de topologie entre les zigzags et les armchairs? Tout est la même chose. Une polarisation transverse du ruban. Penser le système en termes de guide d'onde, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. On a une quantification dans la longueur et dans la largeur. Donc il faut peut-être qu'on repense complètement le graphène de façon complètement nouvelle, complètement différente. Et penser plutôt en termes de l'électronique moléculaire. Vraiment, on a une molécule de taille macroscopique. Alors est-ce que c'est une façon de penser également? Il y a aussi un aspect à envisager, c'est que lorsqu'on fait cette quantification transverse, cette fois-ci, on sépare donc les bandes, et donc on isole entre ces bandes uniquement celles du milieu. On voit sur ce dessin par exemple, voilà, on a mis les bandes de haute énergie et on a isolé par quantification uniquement ces bandes-là. Donc on a pour le graphène, dans ces nanorubans, une fenêtre en énergie qui nous donne accès au graphène neutre. Alors, quand on regarde la littérature sur le graphène neutre, alors bonne chance, hein, on a un nombre de phénomènes exotiques absolument extraordinaires, entre des phénomènes excitoniques, des trions, des systèmes avec interaction de Coulomb à longue portée. Enfin, on a tout. Alors, avec mon microscope et mes électrodes, je me suis un petit peu perdue. Et il s'avère que de toute façon, quand on discute avec les théoriciens, Dieu me vous comprenez, on ne peut pas calculer parce que le coefficient de renormalisation de la structure la constante de structure fine qui dans les systèmes est normalement 1 sur 137, dans le graphène, c'est 2. Donc on ne peut pas calculer, on ne peut pas renormaliser, point final. Donc voilà, on est un petit peu démunis. Donc je vous lance un appel dans la salle. Il y a un vrai défi. Et c'est un défi fondamental très intéressant. Et c'est également un défi technologique intéressant parce que si on peut utiliser des rubans balistiques à température ambiante, c'est quand même assez extraordinaire. Je ne connais aucun autre système qui est capable de faire ça. Alors, quoi d'autre dans les 3 minutes qui restent? Alors, je vais vous dire en gros les sujets sur lesquels on travaille entre Grenoble et Atlanta. Ça va être très rapide, un transparent par sujet pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on essaie d'avancer. Donc, bien sûr, on continue à travailler sur ces rubans, absolument. Donc ça, j'en parle même pas. Alors aussi, voilà, j'en parle. On a une grosse zoologie à faire pour, au niveau matériaux, réussir à les faire de façon reproductible, pour les avoir bien droits. Voilà ce qu'on faisait avant. Bon, on a ces tranchées, mais elles ne sont pas très nettes. Et puis, il y a des petits rubans parasites qui arrivent sur les plateaux, qui font des courts-circuits. Donc maintenant, on a une bonne technologie, on sait faire ça très propre. Ça nous a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, mais on sait faire. Il y a un autre problème
du graphène, c'est que le graphène est essentiellement une surface. C'est une surface qui ramasse tout ce qui traîne. Donc on laisse un ruban de graphène exposé à l'air et le ruban se dope, se pollue. Et donc on a regardé ces effets-là également. Donc voici un ruban qui est mesuré après 10 minutes. La fréquence de résistance est située autour de 50 kΩ. Donc c'est une mesure à 2 points à l'ambiante. Donc en gros, on retrouve les mêmes valeurs que tout à l'heure. Il n'y a pas de secret. On attend 4 heures. Et le pic de résistance c'est un histogramme sur 80 échantillons mesurés en 10 minutes. C'est aussi assez remarquable. Donc voilà, l'histogramme a bougé. Mais si on recuit le système, donc on a des méthodes qui nous permettent de recueillir le système sous vide avec les contacts. On sait faire ça aussi. On recueille à 1000 degrés. Lorsqu'on fait ça, on peut récupérer le système original. Donc on a développé des techniques qui nous permettent vraiment de conserver les propriétés du système. Il n'empêche que, alors voilà, un autre aspect, on voudrait pouvoir utiliser les propriétés de balisticité de ces rubans pour faire du tunnel, si possible du tunnel cohérent, au travers d'un matériau qu'on place au milieu. Donc voici un exemple de matériau qu'on a pu développer sur du graphène. Donc on a une membrane de graphène qui est trouée et le nitrure de gallium pousse uniquement à l'emplacement de ces trous. Il ne pousse pas du tout sur le graphène, il ne pousse que dans les trous. Donc sauf un gap dans le graphène, on va pouvoir faire pousser ce type de semi-conducteur juste au milieu, à l'état nanoscopique. C'est une autre direction. Un autre aspect, c'est que je vous ai parlé de la pollution tout à l'heure sur le graphène. Donc il faudrait pouvoir encapsuler ces rubans de façon propre, convaincante et efficace. Donc on commence à travailler sur des dépôts de nitrure de bore. Le nitrure de bore est aussi un matériau bidimensionnel, multicouche, avec la même structure en nid d'abeille que le graphène. Donc les deux sont vraiment compatibles. Et en plus, c'est un isolant et il tient à très haute température. Donc on peut faire beaucoup de choses avec ce genre de diélectrique. On est en train d'essayer de développer des méthodes. Les dépôts ont été faits dans un groupe de dépôts industriels par Abdallah Ougazaden à Georgia Tech Lorraine. Voilà un exemple de ce qui est observé sur une monocouche. On voit que le nitrure de bore a des plis, et donc ces plis sont le signe d'un système bidimensionnel qui se plisse par contraction thermique. Donc on a la démonstration qu'on a vraiment un système. Ça c'est une courbe transverse. Et le dernier élément que je voudrais indiquer. On travaille également sur des idées d'intégration du carbure de silicium avec le silicium. Donc ça, c'est une idée qui date un petit peu, mais qu'on remet à l'ordre du jour. Et l'idée, c'est de pouvoir faire une fusion des deux wafers ensemble, donc celui de silicium et celui de carbure de silicium, une fois que le graphène a été lithographié. On fait le graphène lithographié, on fait nos petits rubans, et ensuite on fait un système de fusion des galettes. Le passage en électronique du dessus au dessous se fait par des trous pratiqués dans la galette de silicium du dessus. Donc voilà, on travaille également sur cette question d'intégration. Et puis je vais m'arrêter, ça fait 1 heure que je parle. Donc, en conclusion, si on sait faire des nanorubans et qu'on les fait bien et qu'on les garde dans de bonnes conditions, on arrive à produire des systèmes qui sont balistiques. Et on espère qu'on va pouvoir en faire quelque chose d'intéressant.